Bonjour à tous et à toutes. Alors j'ai voulu aujourd'hui vous proposer une critique d'un livre que je viens de terminer. Alors je vous l'avoue tout de suite, ce livre il est très difficile à trouver, mais j'ai voulu en parler quand même parce qu'il est très intéressant. Alors pour vous le montrer, voilà donc le livre en question. Il s'appelle Auguste Blanqui et la Révolution de 1848. Alors évidemment, une fois qu'on a dit cela, il va falloir qu'on rentre dans des précisions parce que ces noms-là n'évoquent pas forcément grand-chose à la majorité des gens. Alors Blanqui, qui est ce Blanqui? D'abord un petit portrait, voilà, que j'ai pu tirer. Il s'agit d'une gravure du 19e siècle qui représente Blanqui à peu près au moment de 1848 justement. Donc, le livre a été écrit par un historien qui s'appelle Maurice Domanget et publié en 1972. Maurice Domanget, c'était un peu l'historien, le spécialiste d'Auguste Blanqui au XXe siècle. Alors Blanqui, c'est un personnage qui est quasiment inconnu aujourd'hui. On peut encore trouver un certain nombre de rues dans beaucoup de villes qui portent son nom. Et la Révolution de 1848, milieu du 19e siècle, donc il y a à peu près 180 ans, 170 ans, cette révolution, elle est quasiment oubliée aujourd'hui aussi. Donc on est là dans deux objets qu'il va falloir définir un peu. Un petit rappel historique sur la première moitié du 19e siècle. En France, on a une succession de régimes de dictature. La dictature de l'empereur Napoléon Ier, jusqu'à 1815. Ensuite, on a la restauration de la monarchie des Bourbons. Donc, ce sont les frères de Louis XVI, le roi déchu par la Révolution de 1789. Et ensuite, on a encore une autre monarchie qui, elle, cette fois, est celle d'un cousin de Louis XVI, la monarchie de Juillet. Et la Révolution de 1848 va mettre fin à cette monarchie de Juillet, précisément. Alors, on a ces régimes dictatoriaux qui empêchent toute liberté d'expression, en tout cas qui la restreignent fortement. On a aussi une extension considérable du commerce et un début d'industrialisation qui fait que l'économie change, la société change profondément, beaucoup de paysans sont arrachés à la terre, on a des transformations profondes de la société. Et face à tous ces changements, ces régimes dictatoriaux et ces changements dans la société, on a de nombreuses révoltes. Des révoltes pour la démocratie, pour la République, des révoltes pour davantage de droits démocratiques, on pourrait dire, et des révoltes ouvrières. Toutes ces révoltes et tous ces mouvements, ils ont en arrière-fond, en arrière-plan plutôt, le souvenir de la grande révolution de 1789, dans laquelle justement le peuple a renversé un régime qui était en place depuis des centaines d'années, ce qu'on a appelé l'ancien régime, la royauté des Bourbons. Et donc ce souvenir de 1789 va obséder les révolutionnaires et la population en règle générale tout au long du 19e siècle. Blanqui. Qui est-il ce Blanqui? Donc, ce personnage. Alors, Blanqui, c'est un républicain, un démocrate, un républicain radical, on pourrait dire. C'est quelqu'un dont l'objectif premier, c'est de détruire toute monarchie, toute forme de monarchie, et d'instaurer une république qui soit l'émanation de la population, la représentation des citoyens. Les mots de liberté, égalité, fraternité, qui sont hérités de la Révolution de 1789, ont un sens pour lui, contrairement à la plupart de nos politiciens actuels, pour qui ce sont simplement des mots qu'ils sortent régulièrement pour habiller, pour décorer leur action. Voilà, pour Blanqui, ces mots, ils ont un sens, et ils ont un sens très radical. Donc lui, la liberté, l'égalité et la fraternité, il veut les imposer il pense qu'il a en face des ennemis qui ne veulent pas de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, ni de la République, et qu'il faut donc imposer tout cela par la force, et il est donc révolutionnaire. Il veut l'imposer par des méthodes révolutionnaires, de mobilisation des masses, et la violence si nécessaire. Alors, on va le voir, Blanqui développe aussi, et c'est le cas de nombreux révolutionnaires à l'époque, une culture de la conspiration, parce qu'évidemment, face à des régimes très autoritaires, avec des polices qui infiltrent tous les groupes révolutionnaires, qui empêchent toute expression. La culture du secret se répand, la culture des petits groupes. Donc Blanqui va être très marqué par cette culture de la conspiration. On a aussi à partir des années 1820, et dans toutes les années qui suivent, le début des idées qu'on va appeler socialistes. Les idées communistes sont une branche de ces idées socialistes, on va dire. Donc l'idée que le marché ne peut pas réguler tous les rapports entre les humains et qu'il va falloir que les humains s'associent pour empêcher que
la propriété privée des entreprises, rendre la face de la société un vaste chaos où les individus soient malheureux. Donc les idées socialistes qui, d'une manière ou d'une autre, essaient de trouver la formule d'une harmonie sociale et d'une coopération entre les humains plutôt que la compétition. Et donc Blanqui va être influencé par ces idées socialistes, il va ajouter, si on veut, le socialisme à ses idées, à son corpus d'idées républicaines et démocrates. Alors la révolution de 1848, elle commence, donc je l'ai dit, le régime qui est en place à l'époque en France, c'est le régime de la monarchie de Juillet. C'est un roi, cousin de Louis XVI, le roi s'appelle Louis-Philippe, et avec un régime policier très autoritaire. 200 000 personnes votent, c'est-à-dire un très petit nombre de gens. Donc un régime très peu démocratique, et donc la révolution de février va être la conjonction à la fois de la colère contre une crise économique très dure, qui va être vécue très durement par les travailleurs, et aussi parce que le régime refuse une réforme démocratique qui permettrait d'autoriser le droit de vote à davantage de gens. Donc le régime dit non, il y a 200 000 personnes qui ont le droit de voter, et il n'y en aura pas une de plus. Et c'est tout cela qui va entraîner des rassemblements qui vont se transformer, qui vont dégénérer en révolte, et tout cela va se transformer en une insurrection en février 1848, sans véritable chef, mais qui va renverser ce régime. Et là, dans les semaines qui suivent, on va voir donc une liberté nouvelle, quelque chose de nouveau, on va voir l'éclosion d'un grand nombre d'assemblées de discussions démocratiques, qu'on va appeler les clubs, dans Paris mais aussi en province, de nombreux médias, en particulier des journaux, puisque c'est le média dominant à l'époque, donc une éclosion de centaines de journaux, d'opinions, toutes les sensibilités, et des discussions politiques partout, tous les jours, tout le temps. On observe aussi un armement de la population, parce que l'insurrection de février 1848 a entraîné un armement, donc on a de nombreuses armes qui circulent, et donc les débats politiques ne vont pas se résoudre, on va le voir, que par la discussion. On a un gouvernement provisoire qui se met en place, dirigé par le poète Lamartine. Ce gouvernement provisoire, il se dit républicain, il proclame la République, mais en réalité, ce sont des républicains libéraux très modérés. Donc ces républicains, ils sont contents de ne plus avoir le pouvoir d'un seul. Leur objectif, c'était bien d'avoir une république, c'est-à-dire que le pouvoir tourne et que les représentants du pouvoir, ceux qui exercent le pouvoir, soient élus. Mais par contre, ces républicains libéraux, qui sont donc au pouvoir dans le gouvernement provisoire, ils sont terrorisés par la manière dont s'est déroulé le changement de pouvoir. Ils sont terrorisés par cette masse de travailleurs parisiens qui ont pris les armes et qui ont renversé le régime. Et ils se disent, oulala, s'ils ont renversé ce régime, ils peuvent très bien nous faire la peau, nous aussi, si nous n'allons pas aussi loin qu'ils le veulent. Donc le premier souci du gouvernement provisoire, en fait, derrière de belles phrases, ça va être en fait de désarmer les travailleurs et de les démobiliser, de casser leur mobilisation pour être tranquille et pouvoir mener une politique en fait assez conservatrice. Et donc le joli mot qui va servir à enrober cette idée qu'il ne faut pas de violence, retournez chez vous braves gens, nous nous occupons de tout, c'est le mot fraternité. Alors le problème c'est que les travailleurs parisiens, il y a une classe ouvrière qui s'est développée, donc depuis avec l'extension du commerce, le règne de l'argent, le début du développement de l'industrie, il y a une classe ouvrière très importante dans Paris et aussi en France, mais c'est Paris qui va être le centre des événements, et cette classe ouvrière, elle a été touchée très durement par la crise économique. Donc nombreuses fermetures d'entreprises, licenciements massifs, et du coup on a énormément de chômeurs, de chômage. Le gouvernement provisoire ne veut pas attaquer de front ces problèmes, il veut essayer de les différer, et il fait tout ce qu'il peut pour essayer on va le voir, de ne pas les affronter, ces problèmes, justement. Alors le discours de Blanqui, lui, dans ces événements, c'est, le livre le montre, qu'il faut donner le pouvoir aux républicains radicaux en s'appuyant sur les ouvriers armés qui ont fait la révolution de février. Ce n'est pas du tout ce que veut le gouvernement provisoire. Et donc Blanqui va apparaître et va être considéré par le gouvernement provisoire comme l'ennemi public numéro 1, l'ennemi à abattre. Et effectivement, il va être, non pas abattu physiquement, mais capturé, puis emprisonné. Et il va être donc, il ne va avoir aucune influence réelle sur la suite des événements. Alors la suite des événements, c'est les événements de juin 1848, où là, le gouvernement provisoire a réussi à organiser des élections. C'est un gouvernement de droite, finalement, malgré les espoirs de certains républicains qui est élu. Donc c'est un gouvernement de droite qui va décider de supprimer toutes les mesures
qui permettait d'alléger un tout petit peu la misère, le chômage des ouvriers, qui va supprimer toutes ces mesures-là. Et donc, en face, les travailleurs parisiens vont se révolter. Paris va devenir un champ de bataille, il va se couvrir de barricades. On l'a oublié quand on marche dans les rues de Paris, mais ça a été à plusieurs reprises, et notamment en juin 1848, un immense champ de bataille avec des centaines et des centaines de barricades érigées par les travailleurs. Et ces travailleurs vont être... alors c'est l'armée en face qui va venir déloger les travailleurs et les massacrer, parce que ça va être effectivement un massacre, un bain de sang. La bourgeoisie a été tellement terrorisée que là, elle veut purger Paris de ces éléments révolutionnaires, de ce prolétariat, de cette classe ouvrière qui lui a fait tellement peur, parce qu'ils ont senti qu'il y avait là une menace à leur propriété et à leur pouvoir sur la société. Donc, juin 48, c'est un bain de sang. Pendant ce temps-là, Blanqui, lui, est emprisonné. Alors, ce livre, il est très intéressant quand même. Il permet de comprendre la pensée politique et les méthodes militantes de Blanqui. Et alors, bien sûr, c'est une société ancienne, mais c'est très intéressant aussi pour réfléchir sur notre société d'aujourd'hui et la manière dont on peut changer de la société aujourd'hui. Blanqui, donc, il a sa pensée, il a ses méthodes, et le livre montre comment il va utiliser cette pensée et ses méthodes pour essayer d'agir sur les événements dans la Révolution de 1848. Le livre montre également quelles leçons Blanqui va tirer de ces événements, de l'échec de la Révolution de 1848. Ça va être important pour l'histoire de la France, et c'est important aussi pour réfléchir nous-mêmes si on est dans l'objectif de changer aussi cette société. Alors, je pense que... cette époque, elle voit, le 19e siècle, voit le déchirement de la société entre deux classes vraiment fondamentales. D'un côté, la bourgeoisie, ceux qui possèdent l'argent et les moyens de production, les usines, les routes, les transports, etc., les terres, et de l'autre côté, les travailleurs qui n'ont que leurs bras pour vivre. Et ça, c'est vraiment cette ligne de fracture de la société qui s'exprime à fond en 1848, au moment de la Révolution. C'est vraiment, s'il y a deux camps qui s'affrontent, c'est vraiment cela. C'est les travailleurs salariés d'un côté, et de l'autre côté, ou les travailleurs en règle générale même, et de l'autre côté, les riches. Et le problème avec Blanqui, c'est qu'il est resté sur un logiciel républicain radical. Et du coup, la manière dont il se définit, dont il définit les camps en présence, c'est avant tout les républicains contre les monarchistes. Ce qui brouille un peu les choses. C'est bon, je vais faire des critiques de Blanqui. Blanqui n'empêche qu'il a vécu à son époque. Moi, je parle de 100 ans après. Il y a bien sûr plein de leçons qu'on peut tirer que lui ne pouvait pas forcément voir à l'époque. Mais voilà, je vais quand même critiquer parce qu'il faut aussi en tirer des leçons, nous, de ce qu'il a, de sa pensée et de son action. Donc, république contre monarchie, les termes n'étaient plus tellement cela à l'époque. C'était plutôt ouvrier contre bourgeois. Bien, ça, c'était pas absolument clair dans la parole et la pensée de Blanqui. La Révolution aussi, et la Révolution de 1848 n'échappe pas à cette règle-là, c'est l'intervention très rapide, politiquement, des milliers de personnes très rapidement entrent sur la scène politique et se mettent à agir. Et Blanqui reste sur sa culture de la conspiration, où on ne s'organise que dans de petits réseaux qui se font confiance, avec pas trop de gens, au cas où on est infiltré par la police, pour ne pas être trop menacé. Et donc il va pas être très à l'aise face à ces masses de gens qui arrivent et qui veulent faire de la politique et qui veulent s'organiser. Donc, Blanqui se comporte un peu trop comme un chef, je dirais. Blanqui, il sait quoi faire, bien souvent, mais il le fait sur le mode de « je donne des ordres, voici ce qu'il faudrait faire, il faut bien choisir ses chefs, faut pas en prendre des mauvais, ceux-là sont mauvais, il faudrait mieux en prendre des meilleurs, des gens sincères, etc. » Bon. Mais il n'a pas trop le souci que les travailleurs s'organisent eux-mêmes. Il n'a pas de réflexion sur la manière dont la population, la base des travailleurs peuvent contrôler leur chef. Ça, c'est quelque chose qui manque à sa pensée et à son action, et c'est quelque chose qui aurait été déterminant en 1848 que Blanqui n'a pas su impulser. L'aurait-il pu, c'est une autre question, mais en tout cas, ça ne fait pas partie de sa pensée. Blanqui, il a agi avec un réseau. Il l'avoue lui-même, des citations du livre le montrent très bien, il a agi avec un très petit réseau de gens, en fait, qu'il avait hérité des révoltes des années passées. Un très petit réseau de fidèles, et il n'avait pas de parti réellement structuré, avec un réseau de gens sur l'ensemble du territoire qui puissent agir de façon organisée, méthodique sur les événements. Ça, c'est quelque chose qui a manqué. Il en tire lui-même la leçon après, et celui, je pense, qui va en tirer la leçon de la façon la plus conséquente, c'est Karl Marx, après, un autre courant du socialisme,
qui va lui dire effectivement si on veut agir sur la révolution, on ne peut pas se contenter de tisser des petits réseaux de sympathie, d'affinité politique, il faut qu'on construise des organisations pour pouvoir agir sur les événements des partis politiques. Alors Blanqui, il tire des leçons de cette révolution de 1848. Et des leçons très importantes, très justes, très intéressantes pour nous aussi aujourd'hui. Blanqui dit « Les travailleurs, pour changer le monde, doivent imposer leur pouvoir aux riches. Si les travailleurs veulent faire prévaloir leurs intérêts et ceux de la société entière sur les intérêts des riches qui gouvernent, alors les travailleurs doivent l'imposer aux riches, et pour cela, les travailleurs doivent être armés et organisés. » Ça, c'est une leçon essentielle que Blanqui tire de la révolution de 1848 et qui est toujours très juste. Blanqui, c'est un homme qui a été révolutionnaire très tôt, qui a participé, qui a été de toutes les révoltes, qui a passé des années et des années en prison. Il a passé, je crois, entre 20 et 30 ans en prison. C'est l'équivalent de ce que Nelson Mandela a passé en prison. Blanqui, on l'a appelé l'enfermé parce que c'était vraiment un homme qui a souffert dans les prisons, dans les bagnes. Et malgré toutes ces souffrances et malgré les échecs, parce qu'il n'a connu que des échecs, toutes les révolutions, les révoltes auxquelles il a participé se sont soldées par des échecs. Malgré tout ça, Blanqui a continué à combattre pour changer le monde. Et ça, c'est un courage qui est vraiment admirable et qui est très inspirant, je trouve, pour tous ceux qui veulent changer le monde aujourd'hui. Vous connaissez sans doute l'expression que l'on sort, que beaucoup de gens sortent à tire-larigot. Si tu n'es pas révolutionnaire ou de très à gauche à 20 ans, tu es un égoïste. Si tu n'es pas de droite à 40 ans, c'est que tu es un idiot. Eh bien, Blanqui, il était révolutionnaire à 20 ans, il l'était toujours à 40, il l'était toujours à 60, et il est mort révolutionnaire. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui peut démentir ce proverbe que je trouve quand même assez stupide, c'est bien quelqu'un comme Blanqui. Il prouve qu'il n'y a aucune fatalité à être progressiste dans sa jeunesse et réactionnaire plus tard. C'est une personnalité très intéressante dont on peut s'inspirer. Il faut critiquer aussi sa pensée, il faut critiquer son action, mais on a bien des choses à en tirer. Et je vous conseille vraiment, si vous arrivez à mettre la main sur ce livre, qui malheureusement est difficile à trouver, mais des livres comme celui-là ou d'autres sur ce personnage qui est Blanqui et sur la Révolution de 1848, je vous le recommande chaudement. C'est extrêmement intéressant, y compris 170 ans après dans notre société d'aujourd'hui.